Bonjour bienvenue à cette webconférence dont le titre est assez éclairant puisque on l'a intitulé Entre l'enclume et le marteau. entre le marteau et l'enclume. l'enclume. Mais ça y est, vous le voyez. Donc Paola et moi allons vous présenter le scénario trimestriel dont le titre est assez éloquent, entre le marteau et l'enclume, essentiellement pour caractériser quelle est la situation quelle est la position dans laquelle se situent les banques centrales, qui est une position extrêmement délicate. Donc, les économies, en tout cas la plupart des grandes économies développées, sortaient robustes des phases les plus aiguës de la pandémie de Covid. On verra que pour le monde émergent, l'histoire est assez différente, et la tendance de croissance sur laquelle elle semblait stabiliser s'infléchit, voire pourrait éventuellement se rompre, mais la rupture n'est pas encore véritablement ce que nous avons inscrit dans le scénario central. Sur les hypothèses relatives au conflit, on inscrit, comme on l'avait fait dès le début de la guerre, dans notre scénario précédent, un conflit qui a vocation à s'installer dans la durée, avec des conséquences économiques durables. Donc, le point clé de notre scénario, c'est véritablement l'inflation. On l'a revu à la hausse, et c'est véritablement l'accélération de l'inflation et la réaction de politique monétaire qui constitue le principal facteur de dégradation du scénario et des perspectives de croissance. Inflation trop élevée, mais on le verra aussi bien aux États-Unis, mais ça c'était déjà avéré, et en zone euro également, une inflation qui est plus diffuse et qui est plus durable, et inflation contre laquelle les banques centrales se sont données pour mission de lutter de façon assez déterminée. Je reviens pas sur le scénario de pétrole et de gaz, il est bien décrit dans notre publication. Donc simplement, l'hypothèse à retenir en amont, avant de rentrer dans le cœur du scénario, c'est que même si la croissance a vocation à décélérer, les contraintes qui continuent à peser sur l'offre de pétrole conduisent à retenir un prix qui reste élevé durant toute l'année, sur l'horizon de la prévision, donc 2022-2023. Alors, aux États-Unis, on a déjà abondamment traité du sujet de l'inflation, une inflation qui est plus élevée, qui est plus diffuse et qui est plus durable. Les prévisions d'inflation ont été revues à la hausse, donc je reviens simplement sur cette physionomie un petit peu particulière de l'inflation qui l'indistingue encore quand même de ce que l'on observe en zone euro. Le poids de l'énergie au début qui a véritablement tiré l'inflation vers le haut, mais la diffusion avec une accélération des salaires, des tensions sur le marché du travail, ça on l'avait déjà abondamment abordé. Et puis cette inflation qui décélère durant l'année fin 2022 et surtout l'année 2023, mais qui reste à un niveau extrêmement élevé en moyenne, puisque on est toujours très au-delà des cibles des banques centrales. C'est vrai aussi bien pour l'inflation totale, mais c'est aussi vrai pour l'inflation corps. Donc c'est cette inflation qui vient percuter en fait le scénario de croissance, mais un scénario de croissance qui est encore soutenu par l'élément que j'ai déjà mentionné, qui sont l'accélération, l'augmentation des salaires, avec une dynamique salariale très puissante que l'on voit véritablement bien sur ce graphique, la courbe verte, et qui est très largement motivée par le fait que il y a des tensions nourries sur le marché du travail qui sont imputables au redémarrage très puissant de l'activité, à la forme très particulière qu'a prise aux États-Unis la protection du revenu des ménages. Ça a été une protection directe du revenu des ménages et non pas une préservation de l'emploi. Donc les travailleurs ont quitté le marché du travail, ont été licenciés, ont quitté le marché du travail. Certains d'entre eux ne sont pas encore revenus, puisque là on l'a pas fait figurer, mais on a toujours ce taux de participation qui reste inférieur au niveau qu'il avait avant la crise. Donc une sorte, ça n'est pas la grande démission, mais plus peut-être d'état d'âme et des salariés qui sont plus demandeurs quand ils reviennent sur le marché du travail. Donc les salaires peut-être proches de leur pic, mais qui ont progressé à un niveau élevé et
c'est quand même un facteur qui vient amortir l'accélération de l'inflation, mais qui continue à l'amortir de façon imparfaite. Donc une perte quand même de pouvoir d'achat. Donc le second facteur qui permet encore d'espérer que la croissance résiste bien en 2022, c'est la capacité pour les ménages d'aller puiser dans l'épargne qui a été accumulée durant la période de pandémie. Néanmoins, si l'épargne n'a été que très légèrement entamée, l'épargne, elle est majoritairement captée par les ménages les plus aisés. A contrario, les augmentations de salaire ont plutôt bénéficié aux ménages, aux salaires les moins élevés, aux ménages les plus modestes. Mais ce facteur salarial n'a pas vocation à durer éternellement. Et puis la confiance des ménages, elle les incitera à ne pas puiser, à conserver tout de même un petit matelas de sécurité sous forme d'épargne. Donc, certes, les États-Unis sont mieux immunisés que la zone euro. Ils sont loin de la zone du conflit. Ils sont néanmoins percutés, comme tout le monde, par l'accélération de l'inflation. Accélération de l'inflation à laquelle leur surconsommation a très largement contribué. Donc, ce que l'on a inscrit dans le scénario, on le voit, c'est ce qu'on appelle en fait de façon peut-être un petit peu audacieuse, une sorte de récession de croissance. Donc, ça n'est pas encore une récession entendue au sens classique avec sa définition, son acception technique, c'est-à-dire les 2 trimestres consécutifs de contraction de l'activité, parce qu'on a encore des salaires, on a ce réservoir d'épargne et on a ce marché du travail sur lequel les pénuries sont encore patentes. Donc, récession de croissance entendue au sens de un fléchissement très net du rythme trimestriel de croissance à partir du 2e trimestre 2022, dont on anticipe qu'il sera encore favorable, mais ensuite une croissance qui vraiment s'inscrit sur une tendance au repli assez nettement marquée, avec un taux de chômage qui cesse de baisser, qui se stabilise, mais qui n'augmente pas encore de façon substantielle. Donc, une croissance en 2022 qui serait encore autour de 2,6% en moyenne, mais qui baisserait autour de 1,5% en 2023, qui est un rythme encore honorable, mais qui est inférieur au rythme potentiel. Alors, le resserrement monétaire est résolu. Bien évidemment, il y a eu des doutes sur les marchés qui ont un peu agité les taux ces tout derniers temps sur le thème. Mais la récession de menace, la menace n'est pas encore aussi patente et affirmée que le pensent les marchés et que le suggèrent les mouvements très récents de taux. Donc, pour l'instant, on se tient à ce discours de la Fed qui a infléchi son discours il y a à peu près 6 mois en faisant véritablement de l'inflation une priorité. La priorité a été réaffirmée sous la forme d'une légère inflexion dans le discours en disant il n'y a pas que l'inflation corps qui sert au pilotage, il y a véritablement l'inflation totale et c'est ce vers quoi l'attention doit se porter. Donc, ce fameux nuage de points qui indique en fait, selon les membres du FOMC, quel devrait être le niveau du taux des Fed Funds et qui a été très singulièrement révisé à la hausse. Nous, on retient dans le scénario un taux des Fed Funds en fin d'année à l'intérieur de la fourchette 3,5-3,75, avec ensuite, à mesure que le ralentissement sera beaucoup plus manifeste, une pause de la Fed durant toute l'année 2023, mais une action affirmée avec des hausses de taux concentrées sur l'année 2022, tant que l'économie témoigne encore de sa vigueur. Un point important sur la révision du dot plot, c'est que les révisions ont été concentrées sur les années 2022-2023. Bon, 2024, on a un mouvement d'infléchissement, on revient pas au point, on revient pas à un niveau aussi faible que celui qui a été inscrit dans les prévisions précédemment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur l'année 2025, on revient au niveau qui était préalablement considéré comme une sorte
de niveau d'équilibre. Et ça, cette inflexion sur cette inflexion du taux d'équilibre à moyen terme, cette espèce de taux neutre qui revient autour de 2,5% est importante et nous signale que le grand mouvement de hausse des taux, il est probable qu'il soit véritablement déjà derrière nous. Donc, sur les taux longs, ils se sont redressés. Alors, bon, bien évidemment, les facteurs sont connus, l'inflation, l'activité, le changement de ton et le resserrement de politique monétaire, et puis les anticipations d'inflation qui s'étaient redressées. Mais on a retenu dans le scénario un taux à 10 ans pour les États-Unis à 3% en fin d'année et une inflexion sur l'année 2023 avec une inversion de la courbe des taux d'intérêt. Alors, sur l'univers émergent, je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement un petit peu les évoquer de façon rapide. Ce graphique nous signale, ce sont les prévisions du FMI. Elles ont l'avantage en fait de travailler sur des grandes zones avec des prévisions qui sont assez qui permettent de bien distinguer des zones bien identifiées. Alors, et on compare en fait sur le graphique les prévisions qui avaient été faites en octobre 2021, donc avant que la guerre n'éclate, et celles qui sont faites désormais donc avril 2022, une fois la guerre amorcée. Et on voit qu'on a eu globalement une révision des prévisions à la baisse. Quelques régions s'en sortent. Alors, il faut être vigilant. La comparaison des prévisions entre un scénario de croissance pré-guerre et un scénario de croissance post-guerre, la différence de prévision n'est pas imputable seulement à la guerre elle-même. Elle est également imputable à d'autres facteurs, notamment un resserrement des conditions financières un peu plus sévère que ce qui pouvait être anticipé à la fin de l'année 2021. Mais ce que l'on observe, c'est des économies qui sont encore qui subissent en fait une perte de production encore importante. Que cette perte de production est d'autant plus importante que les conditions financières se sont resserrées, que la guerre les affecte. Alors la guerre, en fait, on peut considérer qu'on a, en des termes très très schématiques, on va avoir d'un côté des pays qui voient une amélioration de leurs termes de l'échange et qui sont des pays essentiellement exportateurs de matières premières, donc bien évidemment en premier lieu les pays exportateurs d'énergie, donc la zone Moyen-Orient, les pays du Golfe, donc là véritablement une situation d'amélioration de la rente. Ensuite on a les pays d'Amérique latine qui sont des pays soit exportateurs de pétrole ou exportateurs essentiellement de matières premières alimentaires, de produits alimentaires et de matières premières industrielles, donc qui s'en sortent plutôt bien. La révision de croissance n'a pas été massive. Ces pays sont dans une situation, alors ça ne préjuge en rien de l'alourdissement des déficits publics et des contraintes à moyen terme, mais cette amélioration des termes de l'échange permet une amélioration des recettes fiscales et leur donne un tout petit peu de marge de manœuvre en termes budgétaires, ce qui leur a permis, notamment en Amérique latine, de mettre en œuvre des plans d'aide et des plans qui permettent d'amortir un petit peu le choc inflationniste sur le pouvoir d'achat des ménages. En Asie, une situation intermédiaire où on a une situation intermédiaire. Moins de pression inflationniste, une inflation qui a redémarré plus tard, pour des raisons qui sont pas simplement des raisons liées à une moindre sensibilité au choc, mais c'est également des économies qui traditionnellement sont moins inflationnistes et des taux d'intérêt qui se sont moins resserrés. Et puis enfin, les pays soit les pays très proches de la zone de conflit, comme les pays d'Europe centrale, pays qui sont véritablement à côté de la zone de conflit et dont là, les échanges extérieurs sont singulièrement perturbés. Et puis, bien évidemment, les pays africains qui souffrent terriblement de l'inflation et d'inflation notamment alimentaire et de pénurie. Donc, une situation qui est compliquée, peu de marge de manœuvre. Et puis, surtout, alors,
c'est le graphique sur des taux directeurs nous signale simplement que les émergents, dans leur ensemble, hors Chine, qui a peu d'inflation, hors Russie, qui subit un choc très spécifique, et hors Turquie, qui est incroyablement inflationniste par tradition, hors ces trois histoires très singulières, on a déjà des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement, qui deviennent punitifs, ce qui n'est pas encore le cas dans les économies développées. Donc une voie extrêmement étroite, un choc assez puissant, peu de moyens pour desserrer les contraintes. Et puis enfin, l'histoire singulière de la Chine, où stratégie zéro Covid oblige, on a eu quand même une demande interne qui a été extrêmement pénalisée. Donc un arsenal pour faire redémarrer la croissance qui a la forme classique, c'est-à-dire il est plus facile en Chine de stimuler l'offre qu'il n'est facile de stimuler la demande. Donc on inscrit toujours une décélération de la croissance avec beaucoup d'interrogations autour de 5,5%, c'est-à-dire des interrogations sur la capacité à obtenir la cible officielle. Donc une demande atone, des remèdes habituels et une croissance qui décélère et qui continue d'être soutenue par ce qui a toujours été en période de base zo le soutien essentiel, même si la Chine essayait de s'en écarter, les exportations nettes, c'est-à-dire toute la demande extérieure nette de la demande nette des importations. Et puis enfin, une caractéristique chinoise qui commence véritablement qui devrait nous alerter et qui attire notre attention et qui est qu'on a un petit peu méchamment nommé le péril jeune, et où l'on voit en fait l'augmentation du chômage des jeunes qui est très marqué, avec un taux qui s'inscrit à des niveaux qui devraient quand même véritablement singulièrement alarmer les autorités, et qui introduisent le risque qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises en ce qui concerne le contrat social chinois. Le contrat social chinois, c'est une démocratie sur laquelle on peut s'interroger quand même. Donc, enfin, l'absence de droit, des libertés rognées, mais un contrat social qui s'organise autour de la croissance. Et la croissance, c'est l'intégration sur le marché du travail. Donc des interrogations qui viendront alimenter le scénario. Donc c'est dans un contexte qui est assez compliqué que le scénario de la zone euro va se développer. Et je cède la parole à Paola, qui commence par le choc violent d'inflation. Voilà, merci Catherine. C'est effectivement le point de départ, puisque c'est un choc initial qui va se transmettre par plusieurs canaux à l'économie de la zone euro. Mais d'abord, je voudrais rappeler ce dont je me suis vraiment arrêtée, sur quoi je me suis arrêtée pas mal lors des dernières présentations, c'est que on a toujours souligné le fait que finalement, en zone euro, on n'était pas dans une problématique d'excès de demande et donc d'une inflation générée par cet excès de demande, comme cela a pu être plus le cas aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais que c'est un véritable choc d'offres venant des importations, des prix des importations, mais que à la différence de ce qu'on pouvait encore voir il y a 3 mois, aujourd'hui, ce choc commence à se diffuser avec des effets de second tour à la totalité des biens et donc à générer une inflation qui est plus persistante et plus durable. Et ça change quand même beaucoup pour le coup, notre scénario de croissance. Mais donc, ce que l'on voit dans notre profil d'inflation, c'est qu'aujourd'hui, on a en juin une inflation de 8,6 en zone euro. On a une inflation des prix alimentaires qui compte pour beaucoup, bien sûr, puisqu'on a atteint une inflation alimentaire de 7,5. Mais on voit aussi que l'inflation des biens industriels
est de l'ordre de 4%, 4,3%, et des services, 3,4%, augmente aussi. Et donc, on a toute cette inflation sous-jacente, hors composante plus volatile, qui aujourd'hui se situe autour de 3,7%, et donc, bien en deçà de la cible d'une inflation tendancielle de la BCE et donc qui s'installe plus fermement et plus durablement. Néanmoins, on continue de prévoir un pic de cette inflation au cours du quatrième trimestre de cette année et ensuite une inflation qui, malgré des prix du gaz en hausse l'année prochaine, du fait d'un effet de base sur les prix de l'énergie et d'une moindre contribution de l'énergie, va se calmer l'année prochaine. Et donc, c'est ça aussi qui va faire qu'on ne déroule pas finalement un scénario catastrophe de croissance, puisqu'on aura effectivement cet effet de modération d'inflation qui reste néanmoins sur un niveau élevé, puisqu'on sera encore sur une inflation supérieure à 5% en moyenne l'année prochaine et supérieure à 3,5% pour l'inflation sous-jacente, donc hors composante volatile. Alors, cet effet de base se fait malgré la hausse anticipée du prix du gaz. Pourquoi? Parce que la hausse qui sera intervenue entre 2022 et 2023 sera néanmoins moins importante que celle qui est intervenue entre 2021 et 2022 et qui a pesé donc sur le chiffre en moyenne annuelle de 2022. Alors, tout cela a un effet sur la croissance, dans le sens que finalement, la trajectoire de croissance qu'on prévoyait après la Covid et qu'on avait essayé de combler avec un effort de plan de relance et à la fois nationaux et européens, et malgré le rebond de l'économie post-Covid, eh bien, cette tendance-là ne sera pas atteinte. Et donc, on va se retrouver avec un écart du niveau du PIB qui ne sera pas du tout comblé à l'horizon de notre prévision par rapport à ce qu'on projetait avant la crise de la Covid. Par rapport au niveau de l'économie, au moment de la Covid, par contre, la zone euro a récupéré, c'est-à-dire on a retrouvé le niveau de fin 2019 dans la moyenne de la zone euro. On l'a dépassé en France, on l'a retrouvé en Italie. Par contre, on n'y est pas du tout encore en Allemagne et en Espagne, si on prend les grandes économies de la zone. Et même en Espagne, en Allemagne et en Espagne, ce qu'on anticipe, c'est une récupération beaucoup plus tardive, en fait, de celle qu'on pouvait anticiper rien qu'il y a 3 mois. Et donc, on voit bien que on a, par rapport à une croissance qu'on prévoyait pour cette année, à la fin de 2021, de l'ordre supérieur à 4%. On est aujourd'hui sur une croissance de 2,5% pour cette année. Et alors qu'on prévoyait une croissance de 2,5% ou plus encore en décembre 2021, pour l'année prochaine, on est aujourd'hui plutôt à une croissance à peine supérieure à 1%, de l'ordre de 1,1% pour la zone. Alors, 2,5%, ça reste une croissance encore relativement soutenue pour la zone euro. Mais, en fait, ce n'est que l'effet d'un acquis de croissance qui nous vient de l'année dernière et d'un premier trimestre qui a été un peu faussé, parce qu'on a eu une croissance de 0,6 pour la zone euro premier trimestre, mais dont les 2/3 sont expliqués par des ajustements statistiques qui ont eu lieu en Irlande. Donc finalement, on a hors Irlande une croissance que de 0,2%. Et ce qu'on inscrit finalement à partir d'un acquis de croissance qui est de 2,5, vous voyez, une croissance en moyenne annuelle de 2,5. Donc hors cet héritage, finalement, on a une croissance nulle et en fait à peine légèrement supérieure à 0 en moyenne trimestrielle, avec un trimestre,
le deuxième trimestre de cette année, qui est légèrement négatif à cause aussi de ces ajustements statistiques en Irlande, mais aussi avec une croissance légèrement négative en Italie. Et ensuite, pour l'année prochaine, donc, on a une croissance qui reste assez molle et qui commence à s'accélérer au cours du deuxième semestre lorsque la modération de l'inflation va enlever une partie de cette contrainte. Alors, cette forte inflation, comme je l'ai dit, se transmet par trois grands canaux, un choc d'offres, un choc de demande, un choc de confiance, naturellement, et une action induite des banques centrales qui va engendrer des conditions monétaires et financières plus restrictives. Alors, si on regarde bien le choc d'offres, c'est-à-dire ce qui va impacter finalement notre capacité à produire, c'est un choc qui va malgré tout rester contenu et localisé. Contenu et localisé même dans une hypothèse où on aurait des restrictions volontaires, volontaire. Pour l'instant volontaire de production, mais éventuellement aussi avec des rationnements qui pourraient être induites par une plus forte baisse de l'offre de notamment gaz, d'importation des gaz russes. Alors, pourquoi cette offre, ce choc d'offre reste contenu et localisé? Parce qu'il y a quand même des possibilités de faire des économies de demande en fait, de consommation, et aussi parce qu'il y a une certaine possibilité de substitution. Alors, cette possibilité de substitution est possible dans l'utilisation donc de ces entrants contraints dans la transformation de l'énergie. Quand on regarde un peu le bouquet énergétique, on voit que c'est plus ou moins possible selon les pays, parce qu'on a des pays qui restent encore fortement dépendants à la fois du gaz naturel, mais aussi du pétrole et des produits pétroliers qui sont importés notamment de Russie, tandis que on voit d'autres pays ont quand même des alternatives et des capacités de substitution un peu plus importantes, que ce soit par le nucléaire ou éventuellement par le charbon. Et donc, la transformation d'énergie compte pour un quart de la consommation d'énergie. Les autres trois quarts, on le voit, sont soit de la consommation dans l'industrie et dans les services, soit dans les transports pour un tiers et pour un tiers dans les ménages. Et là aussi, il y a en fait des substitutions qui peuvent être opérées. Pour les ménages, on peut changer donc le panier de consommation. Pour certaines industries, on peut substituer finalement certains entrants. Alors, c'est pas facile partout. On voit que notamment dans l'industrie, et on a des branches de l'industrie telles que l'industrie chimique, c'est extrêmement difficile de substituer notamment l'intrant gaz. Et des secteurs qui sont très très dépendants finalement du gaz, qui seront les secteurs les plus touchés, tels que justement la chimie et la pétrochimie, mais aussi tous les minéraux non métalliques et naturellement l'agroalimentaire qui est aussi très fortement consommateur, et donc avec des impacts assez différenciés selon les pays en fonction de la spécialisation dans ces secteurs. Alors, à ce jour, on n'est pas dans une situation de rationnement. Pour les deux pays qui sont les plus touchés par la pénurie d'entrants, notamment de gaz russe, qui sont l'Allemagne et l'Italie pour la zone euro, on a activé des plans d'urgence
qui sont généralement à 3 niveaux, on activait jusqu'au 2e niveau. Donc, on reste sur une logique de marché où, à ce jour, on essaye finalement de induire des économies de consommation par des mécanismes d'enchères qui sont gérés par les fournisseurs, de sorte à que finalement les acteurs qui ne sont pas prêts à payer le prix soient dans une forme d'autocensure en termes de consommation et trouvent moyen de réduire leur demande. Naturellement, si on arrivait à un arrêt total ou beaucoup plus important des fournitures russes, on monterait très probablement au 3e niveau, qui est celui d'un rationnement d'ordre administratif, et qui verrait, dans ce cas, une priorité donnée à la consommation par les ménages, d'énergie par les ménages, à celle par les secteurs publics essentiels, et ensuite finalement un rationnement administratif, donc imposé à des secteurs soit industriels, soit de services non essentiels, jugés non essentiels. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait quand même une substitution possible, même si elle est faible, aujourd'hui, elle est estimée par les modèles dans l'ordre de 10 à 20% pour ce qui concerne le gaz dans le court terme. Après, dans le long terme, en fait, ça peut augmenter, mais il faut du temps pour pratiquer les ajustements nécessaires. Eh bien, rien que le fait qu'on ait cette possibilité, bien que assez minimale de substituer, eh ben ça va quand même limiter grandement l'impact et la transmission tout le long des filières. Donc, un choc d'offres qui va rester contenu et localisé. Par contre, dans notre scénario, c'est le choc de demande, celui qui a impacté de façon prépondérante, en fait, notre scénario de croissance et qui a généré les plus fortes révisions à la baisse. Et donc, on a un choc de demande qui est puissant, qui passe par la baisse du pouvoir d'achat. Dans le graphique de gauche, vous avez la trajectoire finalement du revenu disponible réel, c'est-à-dire du pouvoir d'achat du revenu disponible hors choc inflationniste, donc avec une croissance de l'inflation en ligne avec la cible de la BCE, et la perte qu'on a avec l'inflation actuelle, qui se compte donc dans l'ordre de un peu plus que 4% du revenu. Et c'est effectivement ce choc qui va justifier la très forte révision à la baisse de nos prévisions de consommation. Si je prends ce qu'on avait en fin d'année 2021, on avait une croissance de presque 6% de la consommation de ménages qui a été coupée à 2,4% aujourd'hui, et pour l'année 2022, et qui passe de 2,2 à 1,1 pour l'année 2023. Alors, toute cette perte de pouvoir d'achat n'est pas, par contre, répercutée en perte de consommation, en fait. Pourquoi? Parce que on a des facteurs d'atténuation qui existent. On voit que on a une perte de l'ordre de 4,3% du revenu disponible brut, mais on a des mesures d'atténuation qui ont été mises en place par les pouvoirs publics qui arrivent à effacer presque la moitié de cette perte, qui compte presque 2 points du revenu disponible brut. Il s'agit de mesures d'atténuation de hausse des prix, c'est-à-dire des interventions sur les taxes et les assises sur les produits énergétiques, et de mesures de soutien aux revenus des ménages qui sont assez ciblés d'ailleurs sur les ménages les plus touchés, donc les plus faibles. Et en plus de ça, on a quand même un excès d'épargne qui a été cumulé avec la crise, qui n'a pas véritablement été entamé à ce stade, et qui, lui, compte pour plus que 2 fois cette perte de revenus. Et donc, va constituer aussi un amortisseur
sur la consommation. Bien sûr, cette épargne n'est pas équitablement distribuée entre les ménages. Il est naturellement beaucoup plus concentré auprès des ménages plus aisés. Et donc, effectivement, on aura un effet de consommation sur la consommation qui sera plus important, en fait, sur la consommation des ménages les moins aisés, mais qui, eux, par contre, sont plus soutenus par les mesures publiques. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une normalisation du taux d'épargne. Hein. Il reste globalement, à l'exception de la France, où il est vraiment revenu sur les niveaux d'avant la Covid, légèrement supérieur, mais il s'est quand même pas mal normalisé. Par contre, le surplus d'épargne cumulé compte pour la zone euro à quelque chose de plus que 900 milliards, et donc reste quand même un facteur assez important sur lequel pouvoir appuyer encore une consommation. Alors, on a quand même une progression des revenus et du revenu disponible avant inflation, disons, qui est resté assez soutenu par des créations d'emplois relativement dynamique, et aussi par une normalisation des heures travaillées, hein, puisque les dispositifs de chômage partiel sont aujourd'hui ont retrouvé, disons, à peu près leur niveau d'avant la crise, et donc une normalisation finalement du marché du travail et une dynamique salariale qui est assez dynamique. Au premier trimestre, on était sur une croissance annuelle supérieure à 4%, mais qui reflète pour beaucoup des effets d'acquis, en fait, puisque comme on a eu une dynamique salariale extrêmement faible en 2020, 2021 c'était relativement très rapide, et donc ça crée finalement un héritage en termes de croissance qui est en partie dû aussi au fait que les heures travaillées ont beaucoup augmenté, et donc on travaille plus, et donc cela se traduit aussi par plus de salaire, et aussi par le fait qu'il y a eu quand même des composantes de primes assez importantes qui ont compensé, avant de venir en compensation de l'inflation, ont déjà compensé les progressions de salaire très faibles de l'année 2020, de la période de Covid. Et donc, on a cette progression du salaire unitaire qui s'annonce cette année assez dynamique. Hein, en moyenne annuelle, on l'attend plutôt à 4,4% et à 3,3% l'année prochaine. Alors, pourquoi? Parce que justement, l'année prochaine, on aura moins ces effets d'acquis et l'année prochaine, on s'inscrira beaucoup plus sur une vraie tendance, et la tendance qui ressort des négociations salariales, finalement, elle reste relativement modérée. Hein. Ce qu'on voit, on voit effectivement une accélération au premier trimestre dans les salaires négociés de la zone euro qui passe de 1,6 à 2,8. Mais ces accélérations, on les voit un peu dans toutes les grandes économies, à l'exception de l'Italie. On les voit en France, on les voit en Espagne, on les voit en Allemagne. Mais attention, en Allemagne, là où on a finalement les données qui nous permettent de identifier ce qui est dû à la pure tendance salariale future, et ce qui est effet prime, donc effet un peu transitoire, hein, one-off, disons, eh bien, on est sur des dynamiques très différentes, hein, parce que les salaires négociés hors prime sont encore de l'ordre de 1,1, 1,2 en tendance. Et donc, quelque chose d'assez modéré, malgré les grands titres des journaux de négociation dans certaines branches, notamment la métallurgie allemande. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on attend finalement en termes de salaire. En termes de marché du travail, on voit qu'on a un marché du travail qui finalement se normalise. On a un retour sur le marché du travail des travailleurs qui avaient été retenus en dehors par la Covid. Et aujourd'hui, on a finalement une population active qui non seulement a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, mais elle a progressé davantage. Et donc, ça sera plus ce facteur, en fait, qui sera déterminant pour justifier l'évolution du taux de chômage et qui a beaucoup compté aussi dans la baisse du taux de chômage sur la période post-Covid. Donc, désormais, on aura une dynamique du taux de chômage qui sera principalement guidée par la demande de travail des entreprises, demande que nous, on anticipe un ralentissement, puisqu'il y a un ralentissement de l'activité. Et donc, ce qu'on prévoit, c'est une légère remontée du chômage, rien d'effrayant. Hein. On restera à 7,3 en moyenne en fin 2023 dans la zone euro, 7,4 en France. Mais donc, on sera plus sur le même rythme de réduction très importante et très rapide du taux de chômage. Et effectivement, ces comportements de participation au marché de l'emploi, on les voit bien décrits dans le graphique de droite où on a une forte baisse des capacités sédentaires sur le marché du travail, capacités sédentaires qui étaient à la fois le nombre de chômeurs, mais aussi des travailleurs à temps partiel en sous-emploi, c'est-à-dire en temps partiel involontaire, mais aussi toutes les personnes qui soit recherchaient un emploi, mais pour le moment étaient indisponibles parce que peut-être gardaient les enfants pendant la phase de Covid, de fermeture des écoles, ou les personnes disponibles mais qui s'étaient mises en non-recherche d'emploi temporairement. Et donc on voit que toute finalement cette masse de travailleurs potentiels est revenue en grosse partie sur le marché de l'emploi. Alors, je vous ai parlé donc finalement des mesures au soutien de la consommation. En fait, ces mesures au soutien de la consommation vont peser naturellement sur les comptes publics, mais elles ne vont pas finalement empêcher l'amélioration des déficits, la baisse des déficits, qui va se poursuivre un peu partout. Autant cette année que l'année prochaine, et qui va être guidée en partie par le fait que on reste sur une amélioration, une croissance qui est plus rapide, du moins cette année, que la croissance potentielle. Ça sera moins le cas de l'année prochaine, et du coup, on aura une amélioration spontanée finalement des comptes publics, et par le fait que on a aussi finalement des mesures temporaires qui sont encore là et qui vont encore globalement jouer. Donc on a finalement des déficits qui sont encore en baisse. Les mesures à soutien de la consommation des ménages ou les mesures de baisse de fiscalité sur l'énergie comptent en moyenne 1 point de PIB dans les pays de la zone euro. Hein. Or, les nouvelles mesures France qui ont été annoncées hier, qu'on n'a pas encore inclus dans les chiffres que vous voyez. Et tout cela va donc déterminer finalement un niveau de déficit primaire qui va rester compatible en fait avec une baisse de la dette public, du moins sur l'année 2022, puisqu'il sera largement compensé en fait par l'écart négatif entre les taux d'intérêt et le taux de croissance de l'économie. Qui va, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, hein, qui est quand cet écart est positif, on a un effet boule de neige automatique qui augmente la dette. Et bien là,
tant que cet écart reste négatif, on a plutôt une réduction de la dette. Et donc, et tant que cet écart négatif est supérieur finalement au déficit primaire, c'est-à-dire le déficit hors charge d'intérêt, eh bien, on a une réduction automatique des dettes publiques, ce qui est encore possible en 2022 et ce qui sera plus trop possible en 2023. Donc, on aura plutôt une légère hausse, voire stabilisation selon les pays. Donc, on est aussi sur une normalisation de la politique budgétaire qui est un peu retardée par cette situation de croissance et aussi par un durcissement des conditions financières qui finalement est le résultat aussi de la normalisation de la politique monétaire qui aujourd'hui n'est plus justifiée en fait, dont la forte accommodation passée n'est plus justifiée par l'environnement déflationniste qui pour l'instant a disparu. Et donc, la Banque centrale répond à cette urgence d'inflation avec des hausses de taux qui vont être finalement assez nombreuses cette année et qui vont donc répondre à un abandon de la position plutôt attentiste qu'elle a eue jusqu'à maintenant, puisqu'elle commence à voir finalement qu'il y a une installation de l'inflation avec des effets de second tour qui sont moins visibles sur les salaires, mais qui sont déjà visibles sur les prix des biens hors énergie. Et donc une inflation sous-jacente qui s'installe et qu'elle va essayer de juguler. Alors, c'est vrai qu'il est difficile pour une banque centrale de juguler une inflation qui est principalement importée et donc due à des prix de l'énergie et des matières premières, puisqu'elle n'a pas de levier finalement sur ces prix. Elle ne peut le faire qu'au prix d'un ralentissement net de l'activité. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera l'arbitrage finalement en termes de croissance et d'inflation de la Banque centrale européenne. On verra si jusqu'à quel point elle est prête à aller face à un ralentissement très brutal de la croissance. Mais en tout cas, son action vise principalement aussi le désancrage le non-désancrage des anticipations d'inflation. Parce qu'effectivement, une inflation qui est perçue beaucoup plus persistante peut commencer à engendrer des revendications salariales plus importantes et donc enclencher une boucle prix-salaire qui, elle, va finalement déterminer une installation de l'inflation sur des niveaux élevés beaucoup plus durablement et aussi générer donc un désancrage des anticipations d'inflation de la cible de la BCE. Pour l'instant, on voit que cela n'a pas eu lieu. Dans le court terme, certes, on a des anticipations qui sont beaucoup plus élevées que la cible de la BCE, mais dans le long terme, on voit que ces anticipations restent malgré tout légèrement supérieures à la cible. Et donc, elles restent encore ancrées. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal de la Banque centrale. Et donc, c'est pour ça qu'elle nous annonce finalement une hausse qui est assez agressive cette année, avec une première hausse de 25 points de base probablement aujourd'hui, cet après-midi, une nouvelle hausse de 50 points de base en septembre et 2 nouvelles hausses de 25 points de base chacune au mois d'octobre et au mois de janvier. Et de décembre, pardon, et l'année prochaine plutôt voilà, quelque chose de plus modéré avec une hausse de 25 points de base en mars et de 25 points de base en juin, et donc un taux de dépôt qui s'installerait à 1,25 et un corridor avec le taux de refinancement qui serait maintenu à 50 points de base et donc un taux de refinancement à 1,75.
Voilà. Et naturellement, les marchés ont anticipé et les taux longs ont déjà intégré cette dynamique de hausse. Et donc, on a vu une remontée assez importante des taux longs, mais qu'on anticipe ensuite se plafonner. Hein, parce que voilà, on voit que l'action de la Banque centrale va être modérée en 2023. Le ralentissement de la croissance ne va plus probablement permettre d'être davantage agressive. Et si nos prévisions d'inflation sont aussi correctes, on aura cette modération de l'inflation qui va justifier moins d'agressivité. Et surtout parce qu'on a quand même des tendances longues qui exercent une pression à la baisse sur les taux, qui vont être encore présentes. Et donc, on a globalement les marchés qui ne croient pas finalement à un taux de long terme très très élevé, puisque finalement les perspectives de croissance à long terme ne le justifient pas. Alors, on a reçu quelques questions, on vous en remercie. Alors, petite précision, oui, effectivement, la croissance, on la mesure en prix constant, on la mesure en volume. Donc voilà, on la mesure en volume, point final. La hausse des taux par la Banque centrale était la même de juillet, une inflation qui provient essentiellement des chocs. Je voudrais quand même rajouter un petit point parce que dans la question, vous dites sinon 1% de croissance et 7 d'inflation. Oui, c'est une récession à prix constant, mais il faut savoir que le déflateur en fait du PIB n'augmente pas au même rythme que l'indice des prix de la consommation, parce qu'il y a plein d'autres composantes en fait de la demande qui n'augmentent pas si vite. Hein. Voilà. Pardon, Catherine, tu peux continuer. Ensuite, alors, la hausse des taux par les banques centrales était la même de juguler l'inflation qui provient essentiellement de chocs liés à la guerre et au Covid. Ça, c'est une question à laquelle Paola a déjà répondu en développant notamment la stratégie de la BCE. Effectivement, une banque centrale, elle n'a pas de levier pour aller contrôler les prix et les tensions qui viennent principalement de l'offre, mais elle a tout de même vocation. Alors, aux États-Unis, elle avait vocation à calmer la demande. En zone euro, elles ont partout vocation à faire en sorte qu'il n'y ait pas de désancrage des anticipations. Donc ça a été vrai dans les pays développés, c'est également vrai dans les pays émergents, dans lesquels, notamment en Amérique latine, il y a eu des réponses monétaires qui ont été très audacieuses. Dans certains pays, ça pouvait être justifié et par de l'inflation importée et par des demandes intérieures qui avaient été très largement stimulées. Donc, on avait vraiment les deux versants de l'inflation et de l'offre et de la demande. Mais ça a été également, dans de nombreux cas, les actions monétaires ont une vocation, dans de nombreux cas, à faire en sorte que le désancrage des anticipations ne se manifeste pas. Donc, c'était des resserrements monétaires à titre de grand message pour asseoir les crédibilités des banques centrales. Pourquoi la BCE n'a pas annoncé des hausses de taux dans le même timing que la Fed ou de la BOE? Paola pourra compléter, mais on l'a évoqué durant la présentation. Il faut voir que les deux économies n'étaient pas confrontées au même problème. Les sources d'inflation n'étaient pas les mêmes. L'inflation importée, elle a frappé les économies de façon adverse dans les deux cas. En revanche, j'ai peut-être pas suffisamment insisté en vous montrant le graphique, mais on l'a. C'est une illustration que l'on vous a montrée à plusieurs reprises. On a eu une forme de sortie de crise aux États-Unis qui a été extrêmement particulière, avec une demande intérieure qui a été surstimulée. On a eu une sortie de crise en zone euro qui a été un peu plus équilibrée. Aux États-Unis, c'était véritablement de la consommation domestique très forte, avec une économie américaine qui a comblé ce qu'on appelle son output gap, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé quasiment, pour faire plus simple, en état de surchauffe, avec des capacités
avec une utilisation complète des capacités de production disponibles. Et on le voit, la trace, ça a été, outre l'inflation, les tensions sur le marché du travail, les tensions sur les salaires. Donc la réaction de la Fed, elle n'a pas été prématurée, elle a été adaptée. Le changement de discours nous a surpris parce qu'il a été un petit peu brutal. On est passé très rapidement d'une inflation supposée transitoire liée à la sortie du Covid, avec pas seulement des tensions sur les prix énergétiques, mais également des tensions très très fortes sur les intrants industriels. Donc le changement de discours a été assez abrupt, mais la nature de la réponse était adaptée à la nature du choc inflationniste subi par les États-Unis. Alors que dans la zone euro, Paola l'a développé, le risque aux États-Unis, la boucle prix-salaire, le risque de diffusion s'est manifesté bien plus tôt, de façon beaucoup plus importante. La BCE, on était vraiment dans une situation différente. Bah, en fait, en zone euro, on est encore dans une demande intérieure qui n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, d'avant la Covid. Tandis qu'aux États-Unis, elle est bien au-delà. Et effectivement, cette boucle prix-salaire, on est aujourd'hui dans des rythmes de progression de salaire aux États-Unis de l'ordre de 6%. On est encore bien de ça chez nous. Et en plus de ça, aussi, l'accélération de l'inflation sous-jacente est plutôt récente dans la zone euro, alors qu'elle a eu déjà lieu depuis un certain temps aux États-Unis, ce qui justifiait finalement une réaction de la Banque centrale, puisque on voyait que c'était une inflation qui s'était installée déjà dans toutes les composantes en fait des prix. Le timing. Et oui, et du coup, les timings s'expliquent par ça, en fait, par la différente situation macroéconomique, par la différente réponse du marché du travail et des salaires, et par la différente aussi temporalité de la hausse de l'inflation sous-jacente. Oui. Est-ce que la BCE n'a pas pris de retard? Bah, la réponse, c'est non. Elle peut paraître en retard par rapport à la Fed, mais par rapport à la situation elle-même de l'inflation et de l'état de la demande, non. Après, c'est vrai que la BCE est plus frappée par ce choc d'offres que la Fed. Aujourd'hui, je veux dire, c'est principalement l'Europe qui est concernée par ce choc d'offres, davantage en fait que les États-Unis. Et donc effectivement, aujourd'hui, ça peut paraître en fait comme si la BCE s'est fait un peu surprendre, mais finalement, ça justifie, en fait, sa prudence en fait était justifiée. Voilà. Et donc après maîtriser l'inflation avec disparité entre pays membres, c'est particulièrement difficile. Est vrai que ça va être difficile avec ce type d'inflation, parce qu'on voit bien qu'on a des pays baltes dans lesquels on a 20% d'inflation. On a 10% en Espagne, on a 5% en France. Donc on a une inflation qui, selon l'importance des importations russes d'énergie fossile dans l'économie, la dépendance des pays des importations russes, la capacité des pays à déployer le levier budgétaire aussi pour agir sur les prix, ça va générer finalement des résultats d'inflation assez différents. Et c'est pour ça qu'il serait opportun, en fait, d'avoir une action commune sur les prix. Que ce soit un plafonnement du prix du gaz avec des achats qui seront menés en commun, ou aussi un découplage éventuel entre le prix de l'électricité et le prix du gaz pour essayer de limiter au moins la diffusion en fait de la hausse du prix du gaz à la hausse du prix de l'électricité, et ce qui serait beaucoup plus efficace si c'était fait à niveau européen pour éviter en plus des problématiques de compétition entre les pays, quoi.
La hausse des taux peut-elle mettre en lumière des bulles existantes et donc un risque de crise? Oui, la hausse des taux en période de croissance plus faible, c'est effectivement un risque pour les marchés les plus risqués. J'avoue que les marchés actions, ça constitue pas véritablement notre cœur de métier. En revanche, on peut peut-être sur les actifs plus risqués en termes obligataires mentionner que pour prolonger ce que Paola disait sur la BCE, que on s'attend à ce que la BCE, d'ailleurs elle l'a annoncé, déploie un outil ad hoc pour essayer de limiter alors pas de plafonner les spreads des émetteurs souverains zone euro les plus vulnérables, mais pas pour les plafonner, mais pour limiter leur dérive. Le problème, on n'a pas encore de précision sur l'outil. On pense que ce sera un outil ad hoc, beaucoup moins généreux, avec une couverture moins ample que ne l'était tout particulièrement le PEPP. Mais ça, on espère avoir des éclaircissements assez rapidement. Quant à la baisse des prix de l'immobilier, on va pas commenter ici. Je vous renvoie notamment sur les prix de l'immobilier en France à la note qui vient d'être produite par Olivier Helbert, notre collègue, dont c'est véritablement lui qui a l'expertise. Donc un ralentissement, mais pas de crise. On n'inscrit pas de crise. Retournement. Comme on n'inscrit pas de retournement non plus du marché action dans les prévisions. Voilà, et on a une progression de l'investissement en logement qui se poursuit parce que finalement la solvabilité des ménages reste relativement satisfaisante. On a une situation financière, économique des ménages, notamment européens, qui est bonne en fait. Hein, donc. On a le réservoir d'épargne non entamée. On a et puis il est pas évident qu'on ait le coût des crédits immobiliers sera quand même entre guillemets plafonné. On a les contraintes de concurrence, etc. Donc, on peut vous renvoyer la note d'Olivier qui vient tout juste de paraître et qui répondra à toutes vos interrogations. Il y a un niveau d'endettement des ménages qui, à l'exception de quelques pays, mais globalement, on n'a pas une problématique d'endettement des ménages. Voilà, mais je crois qu'on a largement épuisé le temps qui nous était imparti. Donc merci pour vos questions. Et puis on vous renvoie, si vous souhaitez plus d'informations et de détails sur le scénario, à notre publication. Donc merci pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée et fort probablement d'excellentes vacances. On vous donne rendez-vous au tout début du mois d'octobre. Au revoir. Au revoir.